Chacun estime que c'est un métier qui appartient à ceux dont le parcours scolaire est tumultueux. Aujourd'hui, nous nous faisons accompagner de ceux-là même qui côtoient ce domaine. Bonjour chez vous et merci de nous accueillir sur votre écran. Aujourd'hui, dans Forum Ado, nous parlerons de mécanique. Laissez-moi vous présenter mes invités du jour. Messieurs, dames, bonjour à vous. Bonjour. Honneur aux aînés. À ma gauche, monsieur Ango Ba et Sok Pierre, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Marvi. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Pas de quoi. Alors vous êtes enseignant de mécanique auto. Vous êtes diplômé de l'ENSET au Gabon, l'École nationale de l'enseignement supérieur technique, c'est ça? L'École nationale d'enseignement technique. L'École nationale d'enseignement technique, merci à vous. Alors vous êtes diplômé comme ça et vous êtes détenteur d'un CAPI, d'un BETI si je prononce bien, Oui. d'un CAP7 et d'un CALPT. Ça fait beaucoup de diplômes, monsieur Ango. Bon, c'est le cursus pour être enseignant. Ça vous a pris combien d'années? On va dire environ peut-être 11 ans. Hein. 11 ans de votre vie. Oui. Ah ça. Voilà. Ok, alors face à vous, nous avons une charmante demoiselle. C'est mademoiselle Aubonne Ando Bénédicte Prisca. Bonjour, chère amie. Bonjour, Marvi. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, merci. Alors, on rappelle que vous êtes étudiante comme ça en deuxième année BTS et vous faites mécanique auto. Oui, c'est vrai. Mais mademoiselle Prisca, vous aurez pu faire secrétariat, mannequinat. Pourquoi la mécanique auto? Bon, j'ai opté pour la mécanique auto parce que dès le bas âge, j'ai été passionnée. Puis, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Puis, je me suis lancée jusqu'aujourd'hui, je suis. Et la mécanique auto, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Bon, la mécanique auto, on va dire que c'est un métier. C'est un corps de métier, si on peut dire. Parce que dans la mécanique auto, nous rencontrons plusieurs branches de la mécanique auto. Nous avons des électriciens, nous avons des Michelin. En fait, il y a tellement de métiers dans ce corps de métier-là. Voilà. Ok, nous sommes avec monsieur Pierre Ango, qui est un professionnel du domaine et avec qui nous allons voir un peu en quoi consiste la mécanique et tout ce qui tourne autour, histoire de susciter comme ça des vocations dans le cœur justement de nos amis les adolescents. Monsieur Pierre Ango, la mécanique auto, de prime abord, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Bon, il faut dire que quand nous vivons dans un pays, dans ce pays, il y a plusieurs personnes qui possèdent des véhicules automobiles. Assurément. Et ces véhicules ont besoin d'être entretenus. Et donc la formation en mécanique automobile vise principalement la maintenance. Et cette maintenance peut se dérouler principalement en deux phases. Donc la phase préventive et la phase curative. Donc, en somme, c'est cela. Quand on parle de la mécanique et quand on adhère à la formation en mécanique automobile, principalement, c'est pour la maintenance des véhicules automobiles. Okay. Mademoiselle Prisca Ando, vous êtes en deuxième année, on le disait tout à l'heure, c'est un BTS après lequel vous courez en ce moment. Et si vous nous parlez un peu de votre formation sur le plan professionnel? Ma formation a commencé depuis OIM, voilà. J'ai eu un... OIM, nous sommes à l'intérieur du pays, dans le nord du Gabon. Oui, Okay. bien. Voilà, et de là-bas, j'ai suivi une formation de 4 ans en mécanique automobile où j'ai, par grâce, j'ai pris mon diplôme. J'ai eu mon BPI, puis l'année qui suivait, je me suis rendue ici à Libreville, au lycée technique Omar Bongo. Puis de là-bas aussi, j'ai eu mon bac technique. Et après le bac, j'ai effectué un concours à l'Institut technologique de Vendo et Dieu faisant grâce, je l'ai eu. Puis jusqu'à maintenant, je suis en fin de cycle. Voilà. Monsieur Ngo, ici, vous nous critiquez un peu la formation de mécanicien. Combien d'années généralement elle dure? Bon, il faut avouer que dans notre pays, il y a plusieurs niveaux de formation. Ok. Donc, par exemple, dans la formation professionnelle, vous avez principalement 2 ans pour obtenir un CFP. Et dans l'enseignement technique, et là, elle est évoluante. Ça veut dire qu'elle disait tantôt qu'elle a fait un BP. Et vous préparez un BP, vous entrez en classe de 5e, de passage en 4e, je pense. Et là, vous entrez en première année, vous faites 4 ans et vous avez le BP pour être déjà à un bon niveau en mécanique. Vous pouvez travailler avec ça.
Et après, vous pouvez postuler selon les moyennes que vous avez obtenues et l'âge également. Vous pouvez opter pour continuer à obtenir un bac professionnel, ce qu'elle est venue faire au lycée technique. Donc 2 ans après, le BP, on peut obtenir un bac professionnel. Et par la suite, il y a une ouverture au supérieur qui peut aller de 2, 3, voire 5 ans. Donc c'est essentiellement cela. Mais les élèves de 3e qui sont de passage en seconde peuvent également postuler pour la seconde pro en mécanique. Donc je pense essentiellement c'est ces formations que nous avons sur le plan académique. Mais il y a des formations exceptionnelles comme celle initiée par le Prodex, donc l'ENE, qui offre aux jeunes la possibilité également d'acquérir une formation de bonne qualité en peu de temps. Donc essentiellement c'est cela. Je peux non plus négliger la formation dans le tas. Mais sur le plan académique, c'est cela. Mais vous, quand même, vous avez sacrifié 11 années de votre vie pour arriver à ce niveau auquel vous êtes maintenant. Mais je ne pense pas que c'est ce que fera la jeune demoiselle à ma droite. Mais quel est le niveau nécessaire, justement, pour pouvoir déjà voler de ses propres ailes en termes d'années de formation ? Après combien d'années de formation on peut estimer que nous avons les rudiments nécessaires pour engager une carrière ? Non, je pense que même avec le CFP, si on a une bonne base théorique, c'est pourquoi il est bien d'apprendre le métier en associant les deux, en associant la théorique et la pratique. Parce que la théorique vous donne des bases qui vous permettent d'évoluer avec l'évolution technologique du métier. Mais si vous n'apprenez pas la technologie, vous êtes buté à un moment donné après avoir appréhendé certains mécanismes de réparation. Donc, pour ma part, je pense, pour répondre de manière claire à votre question, c'est à partir de 2 ans, un enfant qui a fait un CFP, il peut aisément s'exprimer sur le plan du métier. Mademoiselle Prisca Aubonne, j'ai bien aimé les propos de monsieur Ango Pierre qui parlait tout à l'heure de théorie, et nous savons que généralement, nous les jeunes, dans le feu de l'action, c'est toujours plus important pour nous de toucher du doigt. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie dans le domaine de la mécanique ? Est-ce que vous avez apporté vraiment tout l'intérêt à mieux cerner la théorie avant de passer à la pratique ? Il faut avouer qu'on ne peut pas pratiquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Naturellement. Il faut d'abord avoir une connaissance sur la théorie. C'est cette connaissance que tu as sur la théorie que tu vas exprimer sur le terrain. Tu peux pas partir sur le terrain puis tu connais pas ce que tu fais. Donc il faut d'abord acquérir une certaine connaissance théorique puis s'exprimer sur le terrain. Et si vous nous parlez de votre regard sur la mécanique avant que vous ne vous intéressiez totalement à ce domaine, quelles étaient vos appréhensions sur ce domaine ? Bon, personnellement, j'ai pas vu la mécanique. J'ai pas pris un regard dévalorisant parce que déjà, étant très petite, je voyais mes grands frères toucher un peu. Donc, ils touchaient tout le temps les huiles, touchaient tout le temps les moteurs. Du coup, moi, je me disais, bon, c'est mes grands frères font, pourquoi pas moi ? C'est comme ça que je touchais, même si je connaissais pas exactement. Okay. Voilà, je touchais. Puis, lorsque je me suis rendue au lycée technique, je me suis en sortie mieux. Et voilà. Un sous-entendu dans vos propos, c'est certainement celui selon lequel le métier de mécanicien est dévalorisant pour certains jeunes. Ce sont des choses que... Ça, c'est très vrai. Pour certains jeunes, ils se disent, en mécanique, on va se salir. Parce que souvent, quand on voit un mécanicien du quartier et un fou, on se dit qu'ils sont pas très différents parce qu'ils sont tellement sales. Du coup, je vois pas. Ça fait partir de la profession. Bon. Je vous taquine. Bon, déjà lorsqu'on est au quartier, on se dit moi mécanique, non. Mais c'est lorsque tu touches du doigt, tu te rends compte que mon Dieu, mais la mécanique est un métier vraiment très enrichissant. Voilà, c'est comme ça. Un éclaircissement de la part de monsieur Ango Pierre comme ça à tous ces jeunes qui pensent que la mécanique c'est dévalorisant, j'ai pas besoin de me salir. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes gens ? Du coup, il faut leur dire que c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai parce que c'est un métier noble et qui mérite beaucoup de respect.
Et ça vous apporte beaucoup de contacts, il faut l'avouer, parce que vous rendez beaucoup service. Vous êtes quasiment un médecin qui apporte de l'aide à ceux qui sont dans les soucis. Alors, donc, dire que la mécanique est dévalorisante, c'est... Bon, ça dépend de comment on se place pour le dire. Mais je pense déjà, par exemple, être constamment sale. Quelqu'un qui est propre de nature, il va avoir 3-4 tenues de travail par semaine qu'il va à chaque fois changer. Et autour de lui, on aura même souvent du mal à savoir qu'il est mécanicien. Parce que je comprends que les jeunes aiment se mettre tous les jours bien, mais quand vous êtes mécanicien, vous êtes aussi bien tous les jours. La seule chose, c'est que quand vous êtes en atelier, vous changez et vous pratiquez votre métier. Et je ne vois pas où la mécanique peut vous dévaloriser. Sinon, vous avez un bagage des choses que les autres ne maîtrisent pas. Ouais. Parce que voir quelqu'un qui n'arrive pas à démarrer son véhicule et que vous arrivez en 2, 4, 6 à le démarrer, ça veut dire que vous avez un potentiel de connaissance qui est admiré. C'est pas quelque chose qu'on peut dévaloriser. Effectivement. Et donc, la mécanique, c'est un tremplin. D'ailleurs, c'est les valeureux qui s'engagent pour faire de la mécanique. C'est les valeureux qui s'engagent pour faire de la mécanique. Donc, Monsieur Pierre Angong, si vous me permettez, puisqu'on parle de mécanique, et je crois que quelque part, les appréhensions ou sinon les différentes images que les gens se font à tort ou à raison de la mécanique, est-ce que ça ne dépend pas quelque part de vous en tant que mécanicien? Quelqu'un nous disait lorsqu'on préparait cette émission que les mécaniciens sont tous des malhonnêtes, par exemple. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, dans votre programme de formation, vous mettez un accent sur la déontologie du métier? Bon, effectivement, si on veut cadrer, vous savez, l'automobile, c'est une richesse. Okay. Ne possède pas un véhicule automobile qui veut. Donc, du coup, si vous êtes déjà potentiellement malhonnête, parce qu'il faut reconnaître que la nature de l'homme est de nature corrompue. Mais on essaie de donner des valeurs. On essaie de donner des valeurs ajoutées à chaque jeune qui appréhende, qui s'engage à pratiquer ce métier. Je ne sais pas si clairement vous pouvez partager avec nous quelques petites notions déontologiques du métier, là maintenant. Le respect, la compétence, l'honnêteté, je pense que c'est les principes de base que devrait avoir chaque mécanicien. Okay. Mais comme je le disais tantôt, c'est question d'individu. On ne peut pas dire de manière générale que ce sont tous les mécaniciens qui sont corrompus. Okay. On ne peut non plus dire qu'il n'y a personne mais c'est dans tous les secteurs, il n'y a pas qu'en mécanique. Mais j'avoue aussi que les clients sont pour un tout petit peu. Vous savez, plusieurs personnes n'aiment pas assez dépenser. Et quand vous arrivez chez quelqu'un qui déjà ne vous pose pas un vrai diagnostic, il faut vous attendre à aller de réparation en réparation. Il va essayer telle chose, il ne va pas réussir et il va tendre vers une autre chose. Bon, du coup, vous allez penser être roulé, mais pas du tout, parce que vous avez trouvé un incompétent tout simplement. Et puis, les gens doivent apprendre à être francs. Comme le disait tantôt Mademoiselle Priska, la mécanique englobe plusieurs compétences. C'est un métier qui englobe plusieurs compétences. Donc, du coup, si quelqu'un vient vous voir pour un problème que vous ne maîtrisez pas, appelez un de vos collègues qui soit capable de vous aider à résoudre le problème. Donc, je tiens à vraiment dire non, les mécaniciens ne sont pas totalement corrompus parce qu'on trouve des hommes honnêtes dans ce corps de métier. On a un mécanicien de venir face à vous, autant prendre son avis. Mademoiselle Priska. Dans chaque règle,
on a souvent des exceptions. C'est pas tout le monde qui fait tant du bien, n'est-ce pas? C'est pas tout le monde qui fait tant mal. Un mécanicien, c'est celui-là qui connaît son métier. Je me dis, si tu connais ton métier, pourquoi être malhonnête? Tu remets en état un bien qui était déjà défaillant. Et c'est cette défaillance-là que toi, tu viens résoudre. Donc, dire que tous les mécaniciens sont malhonnêtes, vraiment, je ne suis pas d'accord. Et on a ceux qui, vraiment, moi, je connais plusieurs, qui, lorsque tu l'appelles, « Ah, mon frère, pardon, mon véhicule a un souci, tu peux m'aider là ?» S'il est apte, il va te dire « Oui, je peux. » Mais là, s'il sent qu'il est bloqué, il va te dire « Bon, non, je te conseillerais peut-être de voir tel. » Voilà, c'est comme ça. Vous l'avez dit dans vos propos tout à l'heure, hein, la mécanique, on parle plus d'un corps de métier et non pas un métier. Mais sinon, après 2 ans de formation, quels sont les débouchés qui s'offrent à vous? Bon, après une bonne formation en mécanique automobile, il y a tellement de débouchés. Tu peux travailler à ton compte personnel. Il y a ceux qui vivent de ça. Okay. Tu travailles à ton compte personnel, comme tu peux toutefois aussi travailler pour un compte, pour une personne, quoi, une personne morale ou entière. C'est comme ça. Donc, dans la mécanique, après une bonne formation mécanique, il y a trop de débouchés. Tu peux travailler, il y a le travail. Un mécanicien ne traîne pas. Non. Un mécanicien ne traîne pas, prenons la vue du professionnel qui est avec nous. Parlez-nous des débouchés quand même de la mécanique. Hein. Je pense que si plusieurs jeunes sont réticents à faire cette formation, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas une certaine clairvoyance autour d'eux. Parlez-nous de ces débouchés, s'il vous plaît, monsieur. Donc, il faut dire que le métier de l'automobile est un tremplin, comme je le disais tantôt. On trouve en son sein presque tous les corps de métier. Vous avez l'électricité, vous avez l'informatique avec les systèmes embarqués. Donc, vous avez de la mécanique pure, le remplacement des organes. Vous avez du froid. Vous pouvez travailler spécifiquement comme réparateur de clim. Donc, il y a plusieurs choses. Et donc, en termes de débouchés, un mécanicien peut quasiment travailler dans toute entreprise. Parce que de nos jours, je veux dire que j'ai des jeunes pratiquement partout. Dans les entreprises concessionnaires comme... Après, à l'écoute de ce que vous dites, avoir des jeunes partout, mais apparemment qui ne peuvent pas tout faire. Je crois que les différents corps de métier que vous venez de citer, il en va d'une spécialisation à un moment donné, où la formation des 2 ans dont vous parlez tout à l'heure peut permettre justement à l'individu de toucher du doigt tous ces corps de métier. Oui, quand on forme, par exemple dans les CFP, c'est catégorifié. On prend spécifiquement mécanique pure, on prend électricité, on prend vulcanisateur. Donc c'est spécifié comme ça. Ça veut dire que quand on postule, si un jeune postule dans une entreprise, il sait exactement ce qu'il va faire. Mais malgré ça, ils ont l'aperçu général du métier. Okay. Qui leur permet d'adhérer presque partout. Parce que j'ai des jeunes, par exemple, qui sont à l'avance des pieds détachés dans des entreprises. C'est vrai que l'idéal, il faut avouer que quand on apprend ces métiers, l'idéal, c'est de s'installer à son propre compte. Et il n'y a rien de mieux que cela. Parce que si on réussit à ouvrir son entreprise, son garage, et qu'on est compétent, on a des résultats meilleurs que de travailler pour quelqu'un. Dans l'environnement économique qui est le nôtre, c'est chose simple d'ouvrir un garage, une parenthèse? Bon, je pense sur le plan administratif, c'est assez simple. Je pense que l'administration a allégé beaucoup de choses pour les jeunes Gabonais. C'est assez simple d'ouvrir. Maintenant, les moyens qui vous permettent d'acquérir le matériel pour effectivement vous installer, c'est ce qui est difficile. Ok. Donc, je pense qu'il faut peut-être un accompagnement un peu plus dans ce sens. C'est vrai qu'avoir une caisse à outils comme ça, on peut faire des dépannages. Mais si je veux être performant et concurrent, j'ai besoin d'une valise de diagnostic qui coûte suffisamment cher. J'ai besoin d'un pont élévateur dans mon atelier si je veux aller vite.
Donc j'ai besoin d'une certaine installation qui me permette d'apporter un rendement suffisant. Donc c'est un peu cela. Alors on va se permettre de regarder cet élément avec nos amis de l'autre côté de l'écran qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils pensent justement de ce métier de la mécanique. Personnellement, je pense que la mécanique est une très bonne filière. Aujourd'hui, il y a des formations universitaires orientées dans ce sens. Autrefois, la formation dans la mécanique était uniquement reçue sur le tas, mais heureusement aujourd'hui, il y a des filières universitaires qui donnent cette formation. Je pense que nous devons vraiment faire la promotion dans nos États de cette filière parce que c'est une filière de développement, c'est une filière d'avenir. Si on peut le dire ainsi, c'est l'une des filières dont nous avons besoin pour nous développer. Dans les États aujourd'hui, on retrouve des filières comme la diplomatie, les relations internationales et beaucoup d'autres filières dans lesquelles nous formons les apprenants et pour lesquelles nous n'arrivons pas toujours à leur trouver de l'emploi, alors que un mécanicien qui finit sa formation sur le tas, en 2 ans, 3 ans, déjà peut gagner sa vie. Donc, c'est des filières que nous devons promouvoir et avoir assez d'ingénieurs pour pouvoir développer l'industrie chez nous, pour pouvoir développer ces matières dans nos pays. Il faut d'abord dire que la mécanique a beaucoup de branches. Il y a beaucoup de mécanique, il y a la mécanique automobile, il y a la mécanique industrielle, il y a la mécanique électromécanique. Alors, les jeunes aujourd'hui perçoivent la mécanique comme étant un débouché péjoratif, c'est-à-dire on a eu du mal à faire des études générales ou poussées et on va aller apprendre un métier pratique qui est la mécanique. Et du coup, on le voit comme un second recours. Alors que la mécanique est un métier noble, c'est un métier qui a plusieurs pans et plusieurs avantages. Et moi, je pense que les jeunes aujourd'hui devraient se tourner vers ces rouages profonds, ces tentacules qu'on ne connaît pas, pour pouvoir mettre en avant et valoriser ce métier qui est un métier noble, comme tout autre métier d'ailleurs. Certaines personnes voient le mécanicien comme quelqu'un dépourvu de connaissances parce qu'ils pensent qu'il n'a pas fait l'école. Ou encore quelqu'un d'insalubre de par son accoutrement de travail. Mais on ne s'improvise pas mécanicien. Il y a bel et bien une formation, mais plusieurs personnes ne s'adonnent pas à cette formation. Dans le fond, le mécanicien est un perfectionniste et quelqu'un de minutieux parce que il est en contact avec de petites pièces qu'il faut assembler. Donc, je recommanderais cette formation à de nombreux jeunes pour essayer de révolutionner le métier du mécanicien pour qu'il n'y ait plus assez de préjugés. Alors de retour sur le plateau, nous rappelons que nous sommes avec monsieur Pierre Angot qui est enseignant de mécanique, voilà, diplômé de l'ENSET, et avec mademoiselle Priska Aubonne. Alors monsieur Angot, vous êtes quand même enseignant de mécanique et je le disais en début d'émission, ça part de certaines appréhensions, de certains dires, de certaines personnes qu'on se retrouve en mécanique parce que justement on aurait un parcours scolaire tumultueux. Si vous nous parlez des motivations de vos élèves généralement, de leur profil. Bon, comme je le disais tout au début, au niveau de la formation en mécanique dans notre pays, on a plusieurs niveaux de formation. Okay. On a une formation professionnelle et une formation technique. Et donc, dans la formation professionnelle, il s'agit éventuellement d'essayer de ramener ceux qui ont perdu le cursus normal à obtenir des compétences dans un métier précis. Mais même à ce niveau, souvent ceux qui adhèrent dans le domaine de la mécanique, c'est souvent des jeunes qui sont passionnés ou qui ont reçu des orientations de leurs parents leur permettant de voir effectivement le meilleur de ce métier qui est la mécanique. Donc, il n'est pas toujours dit que ceux qui adhèrent, les jeunes qui adhèrent en mécanique, ce sont des jeunes qui ont... Non, au contraire, il y a des passionnés, il y a des gens qui... Mademoiselle Priska le disait tantôt, qu'elle a adhéré par conviction, par passion. Et je pense que beaucoup de jeunes adhèrent à ce métier pour cela. Et il faut le redire, c'est qu'en mécanique, on ne rencontre pas de chômage, sauf si vous n'êtes pas compétent. Il y a tellement de véhicules et il y a tellement à faire.
Donc si vous appréhendez bien, si vous maîtrisez bien votre métier ou un domaine précis de votre métier, de l'automobile, vous allez forcément avoir du boulot. En mécanique, on ne chôme pas, c'est bon d'entendre parce qu'après cette émission, je vais certainement m'accrocher à Monsieur Ango pour un stage en mécanique. Mademoiselle Priska Aubonne, revenons comme ça avec vous. On a bien pu le comprendre, hein, que ça part d'une passion, ça part de ce que vous avez regardé, voilà, autour de vous. Mais d'aucuns pensent justement que la mécanique, c'est pour ceux qui ont un parcours scolaire tumultueux, pour des personnes qui ont dû rater quelque chose sur le plan scolaire et qui sont justement à la base d'une formation. Est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que c'est pas généralement ça le commun de vos collègues, si on peut le dire comme ça? Bon, là, il faut dire que cela va de soi. Okay. Vous comprenez? Chacun a sa vision. Il y a d'autres qui se disent, bon, je n'ai plus rien à faire. Puis, pour ne pas perdre ma vie, il faut que je me lance. Comme il y a d'autres aussi qui disent que, la mécanique est un bon métier. Je peux travailler noblement puis gagner ma vie là. Donc, dire que la mécanique, vraiment, c'est pour des ratés, c'est pour des gens qui n'ont plus rien à faire de leur vie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vraiment. Si vous devez justement œuvrer à changer cette façon de penser, qu'est-ce que vous direz à toutes ces personnes-là maintenant? Ah, c'est tellement drôle. Parce qu'on a toujours à dire. Okay. Vous comprenez? Pour ceux-là qui se disent que la mécanique est un métier négligeable, ils se trompent. Et tous ceux qui sont à la maison, qui n'ont peut-être rien à faire ou qui pensent que la mécanique est un métier des saligots, n'est-ce pas? Okay. Eux aussi se trompent. Alors j'encourage toutes ces personnes-là qui veulent bien se lancer dans le métier de la mécanique, de venir nous rejoindre parce que c'est un vrai métier. Je suis la première personne à vous rejoindre. Mademoiselle Priska Aubonne, c'était un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous avons un charmant monsieur qui nous attend de l'autre côté de la caméra. Pour des raisons sanitaires, on ne pouvait pas se serrer. Mais merci d'avoir été des nôtres. Et après le jingle, on reçoit Monsieur Lebumba Bissé Randy. Merci. Alors voilà un autre passionné de mécanique, c'est Monsieur Lebumba Bissé Randy. Monsieur, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors vous faites comme ça maintenance de véhicules automobiles. Vous avez réalisé plusieurs fois des réparations des véhicules. Apparemment, vous êtes déjà en plein là-dedans. Pourquoi avoir fait ce choix, Monsieur Lebissé? Monsieur Bissé, excusez-moi. Bon, ce choix, je l'ai fait parce que j'aime la mécanique en émo. J'ai d'abord eu mon grand-père, lui qui a travaillé à la SEG, il était électricien. J'ai voulu faire ça, mais quand je me suis baptisé, j'ai fait la connaissance de mon parrain. Okay. Lui, par contre, il a exercé la mécanique auto au Canada. Donc, le fait de rester avec lui constamment, j'ai appris la mécanique et j'ai voulu faire ça comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes sûr que c'était le meilleur choix pour vous? Oui, c'est le bon choix pour moi parce que j'ai pas encore terminé mon école. Ok. Mais à chaque TP, je m'épanouis. Okay. Et c'est très encourageant. Après, à côté justement de cet épanouissement professionnel, puisqu'on est en train de faire ce qu'on aime, est-ce que vous pensez que vous trouverez là-dedans un épanouissement financier? Oui, parce que... Dans quelle mesure? Dans les mesures que je peux travailler à mon propre compte quand je vais terminer ma profession. Et ça a été dit avant que vous ne veniez sur le plateau. Dans l'effectivité, vous penserez que ce sera simple, que les conditions... Très simple, parce que pour faire la mécanique, on n'a pas besoin... Bon, c'est vrai qu'il nous faut d'abord des aisances financières, mais quand on est bon, on a tous les clients du monde, je pourrais dire ça comme ça. Parce qu'il suffit de mettre un peu de soi dans la mécanique et vous aurez de la bonne clientèle. Et si vous nous parlez de quelques valeurs comme ça que doivent avoir un bon mécanicien? Les valeurs du mécanicien, c'est d'abord quoi? L'écoute du client, le respect du client. Parce que quand le client arrive, le simple fait que vous l'accueillez bien, il va se sentir à l'aise et va vouloir revenir. Et pour ça, il faut être compétent. C'est-à-dire mettre du plaisir et faire du bon travail. À chaque fois que vous pouvez faites du bon travail. Et avoir aussi un bon œil et une bonne oreille pour écouter.
Faire du bon travail, ça passe par une très bonne formation. Monsieur, en gros, puisqu'on parle de mécanique et que l'objectif de cette émission, c'est justement de susciter des vocations de l'autre côté de la caméra, si vous nous parlez, voilà, du portefeuille d'un mécanicien en termes, voilà, de rendu financier. Bon, il faut dire que je ne connais pas un jeune mécanicien qui sort d'une formation de 2 ans, qui est passé par l'école de Monsieur Ango, voilà, a priori, combien il peut se faire, de quelle manière, par mois, par exemple? Bon, donner un chiffre, c'est peut-être trop dire, mais de manière simple, je ne connais pas de mécanicien qui soit en manque de pouvoir avoir un logement, de pouvoir prendre soin de sa famille ou de pouvoir se vêtir correctement. En fait, un mécanicien, minimum, il se prend en charge correctement. Minimum. Je vous prendrai peut-être mon exemple personnel pour ne pas... Okay. C'est vrai que je travaille comme enseignant, mais il n'empêche que je peux faire quelques dépannages. Le scanner que vous allez peut-être voir d'un moment à l'autre. Okay. Un simple diagnostic du scanner, c'est 30 000. C'est vrai qu'il coûte cher, mais le rendu est quand même... si un jeune se spécialise dans les systèmes embarqués et qu'il fait ça, au bout d'un mois, quand même, il n'aura pas de quoi prendre soin de sa famille. Je n'ai pas envie de donner un chiffre, mais je peux vous rassurer que vous pouvez aisément prendre soin de votre famille. J'ai dit 30 000 francs par diagnostic. Ça, c'est le diagnostic simple. Si vous êtes amené, par exemple, quelqu'un qui a perdu une clé, qui veut reprogrammer une clé, ça va au-delà de ça. Donc, en une semaine, vous pouvez, si vous avez une semaine, si vous êtes en permanence là-dedans, vous pouvez avoir 200, 300 000. Bon, je peux vous dire déjà que puisqu'on vise pour objectif de susciter des vocations, je peux sentir déjà au-dedans de moi que la vocation est en train de naître. Pour faire un diagnostic de véhicule, est-ce qu'il faut avoir été formé pour ça? C'est juste une machine, l'interprétation? Est-ce que quelqu'un de lambda, parce que vous savez, il y a des particuliers qui, par besoin de ne pas trop dépenser, se permettent comme ça d'apprendre quelques petites bonnes pratiques en rapport avec le métier? Bon, il faut dire qu'il y a des machines simples où vous pouvez juste avoir un code défaut et savoir un peu ce qu'il faut. Ça, tout le monde peut faire, mais bon. Il s'agit, on diagnostique quoi? On diagnostique un élément dans un système. Okay. Et donc, le système, il faut le comprendre. Il faut connaître le système, il faut avoir une chronologie des éléments qui fonctionnent entre elles et la fonction que ça donne. Donc, du coup, parce que la machine ne donne pas de manière systématique l'élément. Ça arrive que vous pouvez avoir un capteur Pomoro Vilebrequin ou un capteur Abracam qui est défaillant. Ça, c'est facile à remplacer et à trouver. Mais si vous êtes dans un système où ça signale le défaut dans un système, donc il va falloir connaître aisément le rôle de chaque élément dans le système et découvrir l'élément à incriminer. Donc ça nécessite quand même, je pense, la connaissance des éléments et des fonctions de chaque système. Okay. Monsieur Randy Bissé-Lebouma, vous êtes en formation de mécanique auto. C'est un métier que vous voulez comme ça arborer. Et si on parlait justement des difficultés de ce métier, est-ce que vous êtes déjà projeté histoire de savoir quelles sont les difficultés majeures que vous pouvez justement rencontrer tout au long de votre carrière professionnelle? Bon, pour des difficultés, dans tous les métiers, il y a des parties difficiles. Okay. Mais en mécanique, la difficulté pour moi, c'est l'électricité, parce que je ne maîtrise pas vraiment l'électricité embarquée. Donc pour moi c'est un peu ça, mais pour le reste ça va de soi. Ok. Parlez-nous comme ça de quelques difficultés liées à la pratique de votre métier. Apparemment c'est un métier très fructueux qui peut nous permettre d'avoir un peu d'argent, de vivre justement de ses propres ailes. Et puisque nous sommes dans une optique où on veut présenter le métier à nos téléspectateurs, si vous nous parlez de la face cachée de ce métier. Si bien sûr il y en a, des difficultés liées aux bonnes pratiques de votre activité. Bon,
Vous voyez, je vais encore prendre l'exemple de la médecine. Quelqu'un qui amène un véhicule chez vous, c'est comme un malade ou des parents qui amènent un malade à l'hôpital. Le médecin fait tout pour le soigner, mais malheureusement, le malade peut décéder. Éventuellement. Mais dans la mécanique, les clients n'acceptent pas cela. Les clients n'acceptent pas de voir que vous avez amené un véhicule qui démarrait peut-être et qui n'accélérait pas suffisamment, et puis après, qui ne démarre plus du tout. Et que vous leur dites, non, il faut totalement changer telle chose ou bien réflexionner telle chose. Donc, les gens ne comprennent pas que le véhicule peut déjà avoir suffisamment de dommages au point où il vient, je vais me le permettre, rendre l'âme chez vous, à l'atelier. Okay. Donc, et c'est cela qui fait qu'on pense que les mécaniciens, parfois on dit c'est des marionnettes. Mais c'est pas vrai. Il faut comprendre que c'est un véhicule qui a peut-être déjà 20 ans, 15 ans. Et même quand c'est nouveau, vous savez, les véhicules actuels, les véhicules avec injection directe qu'on appelle les 4D, les DID, ainsi de suite, c'est des véhicules, si le carburant n'est pas de bonne qualité, si vous ne prenez pas du bon carburant, si le carburant est sale, et il faut le dire, parce que les cuves, on est dans un pays qui est humide, et du coup, les cuves, souvent, il y a de l'eau, il y a de la vapeur d'eau, ainsi de suite. Et parfois, quand vous prenez ce genre de carburant-là, le moteur, il prend un coup. Le système d'injection prend un coup. Mais si, en tant que mécanicien, vous demandez au propriétaire d'acheter ces injecteurs-là, les injecteurs piezo ou une pompe HP de ce genre-là, de changer et les injecteurs et ça, vous êtes peut-être à 3 millions. C'est le prix d'un autre véhicule, monsieur Ongo. Mais il vous dit, mais c'est des systèmes qui coûtent cher. C'est des systèmes qui... Donc, si vous avez manqué l'entretien qu'il faut, c'est difficile. Donc, les problèmes de réparation actuels, c'est des problèmes, par exemple, de ces injecteurs-là, qui souvent, les gens constatent que leur véhicule, ça tourne, mais ça n'accélère plus à plus de 3000 tours. Il accélère, ça ne dépasse pas les 3000 tours. Si vous posez un diagnostic par grâce, on peut vous dire que c'est un régulateur de pression. Quand vous enlevez le régulateur de pression sur la pompe, vous pouvez constater éventuellement qu'il ne fonctionne plus correctement. Vous changez, ça peut donner. Mais généralement, c'est le mauvais carburant. Okay. Qui endommage le circuit en entièreté, parce que vous allez trouver finalement la limaille dans le circuit, donc les éléments se sont usés et du coup il faut totalement changer le système. Ça fait beaucoup de termes techniques, le temps nous sera donné de comprendre un peu mieux le langage de monsieur Ongo. Nous avons avec nous de l'autre côté justement de cette porte monsieur Eman Bibégué, qui est un jeune très courageux qui a choisi de faire une formation justement en mécanique auto. Monsieur Eman Bibégué, bonjour à vous. Bonjour Marvin. Comment vous allez? Ça va? Alors, vous avez accepté comme ça de répondre présent à notre invitation et de faire une petite expérience, une petite démonstration avec nous. Oui, oui. De quoi vous nous parlerez cet après-midi? Là, je suis sur un moteur. Je suis en train de changer le bougie d'allumage d'un moteur à 4 cylindres. Et à quel moment comme ça doit-on changer la bougie d'une voiture ou sinon les bougies d'une voiture? On change les bougies d'allumage quand on fait la vidange. Il y a deux vidanges, il y a le vidange partiel et la vidange complète. Bah écoutez, pour le bien ou sinon pour l'intérêt de nos téléspectateurs, pourquoi changer justement les bougies de son véhicule? Quelle en est l'importance? Pour changer les bougies, il faut quand la voiture a des à-coups, ou bien ça perd de la compression. Tu vois derrière les tuyaux d'échappement, la fumée sort un peu blanche ou grise. Il faut changer les bougies d'allumage parce que ça perd de la compression. Je change, je mets la bobine. Ça c'est la troisième bobine. Ça c'est la quatrième. Voilà. Je serre la première chambre. Il faut bien serrer les bougies, hein, parce que quand le moteur tourne, il faut que les bougies soient bien serrées.
Voilà. La deuxième chambre, je sers. Ah, c'est la troisième chambre. Monsieur Iman Bibégué, merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous très prochainement pour un éventuel numéro. Revenons sur ce plateau avec Monsieur Lebouma Bissé Randy. Vous faites une formation en mécanique auto. Si vous nous parlez comme ça, quelques petits secrets de mécanique pour nos téléspectateurs sur l'entretien d'un véhicule, comment ça se fait, après combien de temps? Délivrez-nous quelques petits secrets à ce sujet, s'il vous plaît. Bon, pour l'entretien d'un véhicule, ça dépend. Si c'est pour un personnel, par exemple, vidanger son véhicule. Pour une personne qui a un véhicule personnel, Okay. ça prend plus de temps que celui qui fait taxi. Parce que celui qui fait taxi conduit tout le temps. Okay. Donc, faudrait changer l'huile à tout bout de champ. Si c'est trop, c'est bien pour bien faire un fonctionnement, c'est 2 semaines maxi. Donc, après toutes les 2 semaines, il passe pour refaire son changement d'huile. Okay. Et si comme ça, après on reviendra avec Monsieur Ango sous le contrôle de son expérience, histoire de recadrer certains points. Qu'est-ce que doit faire justement un particulier chaque matin ou périodiquement pour le bien de son véhicule? J'entendais dire qu'il faut mettre de l'eau, des trucs de ce genre. Si vous délivrez quelques petites bonnes pratiques à nos téléspectateurs. Bon, chaque matin, avant de démarrer son véhicule, il faut d'abord regarder le moteur, c'est-à-dire, son système de refroidissement, ajouter de l'eau si nécessaire, regarder la jauge d'huile pour en ajouter si c'est nécessaire. Donc, je pense qu'avec ces 2 petits points, ils peuvent améliorer leur façon de démarrer. Et c'est assez simple pour jauger tout ça? Oui, c'est assez simple. Il suffit de lever la jauge. Pour la jauge d'huile du moteur, il suffit d'enlever la jauge et regarder le bout s'il est encore mouillé. Monsieur Pierre Angot, des informations complémentaires par rapport à ces 2 questions, nous rassurer qu'il n'a pas manqué ses cours, Monsieur Bissé Randy. Oui, il faut dire que, tout chauffeur, en principe, quand il est passé par, d'ailleurs il devrait, par l'auto-école, je pense qu'on donne des éléments nécessaires pour permettre à ce que on ait un regard sur le véhicule. Donc, en dehors de ce qu'il a déjà dit, donc vérifier l'eau de refroidissement. Déjà, il faut dire qu'il n'est pas bien de mettre l'eau de pompe dans le radiateur. Il faut mettre vraiment l'eau de refroidissement qui va vous empêcher d'avoir de la rouille. Mais si vous permettez, c'est intéressant ce que vous venez de dire là. Je crois que le véhicule, ou sinon tout véhicule, a un radiateur, un espace qui reçoit de l'eau. Oui. Et très communément, on voit des personnes justement qui mettent de l'eau de pompe sans s'inquiéter. Ce n'est pas une bonne pratique? Bon, c'est pas bien. C'est parce qu'elle n'a pas les propriétés appropriées pour garder le circuit propre. Au contraire, il va avoir des dépôts, il va avoir de la formation de la rouille et cela va compliquer plus tard le circuit de refroidissement. Donc il faut vérifier ça, il faut vérifier le niveau, il faut vérifier l'eau d'essuie-glace, il faut vérifier le niveau d'huile moteur. Si c'est une boîte auto, contrôler le niveau d'huile de boîte. Vous pouvez également vérifier le système de signalisation, donc voir éclairage et signalisation, voir si les phares donnent bien, si les clignotants passent bien, si quand vous mettez la marche arrière, les feux de marche arrière s'allument, les feux stop, et vérifier tout cela quand vous appuyez le frein. Voilà en somme, et je pense que tout chauffeur doit avoir la connaissance nécessaire, acquise d'ailleurs à l'auto-école, pour cet entretien, ce regard du véhicule avant tout démarrage le matin. C'est avec beaucoup d'assurance que vous nous dites que ces informations sont données dans des auto-écoles. On va considérer comme ça que ces informations sont pour ces personnes-là qui achètent leur permis, parce que je crois que ça se fait, on peut acheter un permis et après
Après s'être formé soi-même. Voilà, après s'être formé soi-même. Je n'en sais rien. À la maison. C'est bien dit. Alors, monsieur Lebouma Bissé, nous sommes en train de chuter sur cet aspect théorique, puisqu'après nous allons passer à la pratique avec monsieur Pierre Angot. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un mot de fin? Oui. En fait, j'aimerais dire aux jeunes comme moi d'avoir l'œil novateur. C'est-à-dire, hormis le bureau, on peut se sentir aussi à l'aise dans un autre métier. Par exemple, la mécanique auto. Parce que je suis jeune, je me lance dans la mécanique auto et je vais réussir ma vie avec. Donc, il n'y a pas que le bureau qui peut nous mettre dans une aisance financière, la mécanique aussi. Donc, c'était mon message pour mes frères jeunes comme moi, afin qu'on puisse se retrouver aussi. Peut-être je deviendrai enseignant pour les enseigner plus tard. Okay. Monsieur Bissé Randy, le message est passé, merci à vous. Monsieur Pierre Angot, quelque chose à ajouter avant qu'on aille à la pratique? C'est dommage de voir que des gens chôment alors qu'on cherche des gens quelque part pour travailler. Et c'est paradoxal. Je pense que de manière consciente, peut-être en suivant ce que nous présentons cet après-midi, chaque jeune peut réellement s'engager à aborder ce métier. C'est riche en connaissances et aussi riche financièrement. L'essentiel est de s'engager et d'être quelqu'un qui a un cœur qui veut faire quelque chose. Donc, je pense que, comme on le dit, il n'y a pas de sous-métier. Et la mécanique est loin d'être un sous-métier. Donc, j'encourage les parents, les jeunes, à s'engager, comme le disait d'ailleurs Randy tout à l'heure, à aborder ce métier qui est très très passionnant quand on le découvre. Vous savez, vous pouvez ne pas aimer quelque chose, mais fermez les yeux, prenez-la et mettez à la bouche. Après, on peut se rendre compte que c'est suffisamment bon. Ok. C'est bien dit, merci pour ce message. Alors avant de quitter nos chaises et d'aller justement diagnostiquer le véhicule qui est derrière cette porte, monsieur Pierre Angot, en toute sincérité, j'ai ici à ma gauche une caisse à outils pour un jeune qui sort de sa formation. À combien il peut se procurer une telle caisse, un tel matériel? Ici, nous avons une caisse standard, mais ça, c'est autour de 150 000, vous avez une caisse comme ça. 150 000, vous pouvez avoir une caisse complète et vous pouvez déjà faire quelques dépannages avec. Vous avez quasiment tout avec ça. Vous pouvez, pour refaire changer les pneus. Oui, vous pouvez changer les pneus. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Pour perfectionner un moteur, vous pouvez juste ajouter quelques éléments. Vous pouvez ajouter juste quelques éléments pour le faire. Okay. Voilà. Donc je pense qu'il y a un peu tout ce qu'il faut pour commencer à se faire connaître. Parce que si on veut s'installer à son propre compte, on est obligé d'avoir de la compétence. Et une fois on intervient chez une personne, c'est cette personne plus tard qui va de temps à autre nous promouvoir auprès des autres personnes pour dire il y a un jeune qui fait très bien telle ou telle chose. Retenons que la mécanique, c'est aussi l'aspect technique à gauche, mais à droite, c'est aussi un ensemble de valeurs comme ça, de beaucoup de déontologie, voilà, de façon d'être pour s'attirer des clients, mais aussi justement pour ne pas déteindre auprès de ceux qui voient cette pratique de loin, justement pour leur permettre de mieux comprendre qu'est-ce que la mécanique et pour certains de s'y engager. Monsieur Lebouma Bissé, 150 000 francs, c'est la somme qu'il vous faut pour commencer à voler de vos propres ailes. Alors, merci à vous. On va nous ouvrir la porte pour aller justement diagnostiquer ce véhicule. Nous sommes avec monsieur Pierre Angot et comme la formation de mécanicien l'impose, d'abord la théorie, ensuite la pratique. Et là, monsieur Pierre Angot, nous voulons voir un peu comment se passe le diagnostic d'une voiture. Ok, merci. Nous voulons simplement vous présenter comment est-ce qu'on peut faire un diagnostic avec les nouveaux systèmes
de véhicules avec des systèmes embarqués. Donc les véhicules avec système embarqué. Pour faire le diagnostic, il faut donc posséder un scanner qui est ici présenté. Donc vous allez brancher la fiche du scanner à l'appareil, ce que je fais. Ensuite, vous allez chercher la fiche OBD2 du véhicule que vous allez connecter avec celle de l'appareil. Voilà, c'est fait. Et donc, vous allez donc allumer nos scanners. Ok, là vous avez les différents paramètres de l'appareil. Et donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est de faire le diagnostic. Donc j'appuie sur diagnostic. J'ai donc ici les multiples marques sur lesquelles je peux faire le diagnostic avec ce scanner multimarque. Donc je vais faire simplement la recherche pour mettre Mitsubishi. Donc j'ai établi le contact. Et je peux ici, soit par système, parce qu'ici je veux vérifier spécifiquement rentrer en communication avec l'ECU moteur, donc ici. Donc pour ce véhicule, je vais rentrer en contact avec l'ECU moteur. Donc je peux choisir le système avec lequel je veux communiquer. Donc je choisis. Si ces paramètres me paraissent difficiles, je peux revenir pour choisir le paramétrage automatique. Donc je fais un scan automatique. Donc pour certains véhicules, il faut mettre le VIN ici. Donc je mets donc le numéro de châssis du véhicule. Voilà, puisque le numéro de châssis apparaît ici, je clique dessus et je lance le scan. Après avoir lancé le scan, on a donc les codes défauts qui apparaissent, et ces codes défauts, on les analyse et on parvient à identifier l'origine de la panne. Avant tout diagnostic de tâtonnement, il est souhaitable de vraiment scanner le véhicule pour être sûr que les composants électroniques ne sont pas endommagés. Alors et voilà qui est dit, nous vous remercions d'avoir été avec nous tout au long de cette émission et nous espérons vivement que ce numéro ait suscité comme ça, voilà, des vocations auprès de vous, auprès de vos amis, afin de comprendre que la mécanique aussi a sa place dans nos choix de formation universitaire. Alors merci d'avoir été avec nous, bon après-midi chez vous et on se retrouve pour un prochain numéro de Forum Ado. Sur ce, que Dieu bénisse les enfants d'Afrique.